Alors, si on veut faire le bilan de l'origine d'un séisme avec un croquis extrêmement simple, voilà ce que nous pouvons prendre comme base de croquis. Alors, nous avons vu qu'à la base, c'était parce qu'il y avait donc des plaques, des limites de plaques, et pour lesquelles il pouvait y avoir des mouvements de part et d'autre de ces plaques, de ces limites. Alors, nous avons vu dans l'exemple du Japon que les deux plaques se rapprochaient et qu'il y en avait une qui plongeait sous l'autre. À la limite, ça pourrait correspondre à ce mouvement-là, d'accord, à un phénomène de compression de blocs rocheux. On a donc une limite de plaques, les deux plaques se rapprochent, l'une passe sous l'autre. Mais en fait, à d'autres endroits du globe terrestre, on peut avoir d'autres limites de plaques qui peuvent avoir des mouvements différents. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des plaques qui, au contraire, peuvent s'éloigner l'une de l'autre. Et voilà, dans ce cas-là, ce que vont pouvoir faire effectivement les blocs rocheux. Ou encore, d'autres zones du globe terrestre vont avoir des limites de plaques, ou au contraire, les plaques vont coulisser, ici vous voyez bien, l'une par rapport à l'autre. Donc dans tous les cas, au niveau des limites de plaques, on a des mouvements de ces blocs rocheux qui peuvent être diverses. Donc nous, si on veut résumer par exemple le fameux séisme du Japon avec ce modèle, nous savons qu'il y avait donc un rapprochement des deux plaques, un mouvement de compression. Alors j'indique par exemple par rapport à ce document, voilà, cette plaque ici bouge comme celle-ci par rapport à l'autre, et cette plaque ici, ce bloc rocheux, vous voyez, on a l'impression qu'il va effectivement passer en dessous de celle-ci. Bien. J'indique par cette flèche ici ce que signifie la flèche sur mon croquis. Je fais une légende mouvement des blocs rocheux. Alors maintenant, du fait de ces mouvements des blocs rocheux, il faut qu'on récapitule ce qui se passe à la suite de ces mouvements de blocs rocheux. Et dans les différentes questions et documents que vous avez pu voir précédemment, on a parlé donc d'ondes, on a parlé de foyer, on avait parlé d'épicentre et on peut parler de faille. Donc, ce que je veux, c'est que vous placiez au bon endroit le vocabulaire correspondant par rapport à ce que vous voyez sur le modèle, sur le croquis ici présenté. Vous pouvez faire une pause au niveau de la vidéo et puis essayer, d'accord, de vous-même réfléchir et de placer correctement le vocabulaire. Alors, on imagine que vous avez fait donc l'activité. Alors, je fais donc le bilan avec vous. Alors, le point de départ, ce qui est particulièrement visible sur le document, ce sont ces cercles. Alors, que représentent ces cercles? Je pense que vous n'avez aucun doute sur le fait qu'ils doivent représenter ces fameuses ondes. Des ondes, c'est vrai qu'on les représente souvent de façon circulaire. Donc là, je mets des ondes. Je vais prendre mon notation. Voilà. Alors maintenant, si je regarde bien le document, je vois que mes ondes, elles ont un point de départ, ici. Alors, il faut chercher à savoir ce qui s'est passé ici, qui va être donc justement à l'origine de la propagation de mes ondes, en profondeur jusqu'en surface. On a vu que pour qu'il y ait des ondes, il fallait en profondeur que des roches se cassent. Donc ici, c'est l'endroit où la roche a cassé. L'endroit où une roche casse, c'est ce qu'on appelle le foyer d'un séisme. Donc ici, c'est le foyer. Et donc, je reprends. On a donc des mouvements de blocs rocheux. Ces mouvements de blocs rocheux exercent des pressions très importantes, jusqu'à un moment donné où les roches, elles vont certes se déformer, mais finir par casser. L'endroit où les roches cassent, c'est ce qu'on appelle des foyers. Et ces roches vont casser et vont former, finalement, ni plus ni moins qu'au bout d'un certain temps, que cette fameuse faille. Bon, alors maintenant, on n'a plus le choix. On imagine la roche a cassé, ça a produit des ondes. Ces ondes se propagent partout dans le sous-sol et finissent par remonter en surface. L'endroit, le lieu en surface qui va se trouver juste au-dessus du foyer, c'est en fait la zone la plus proche du foyer, donc c'est elle qui va ressentir le plus les secousses. Autrement dit, c'est l'endroit où le séisme va être le plus important.
Vous vous souvenez de l'intensité d'un séisme? L'endroit où l'intensité d'un séisme va être le plus important, c'est ce qu'on va appeler l'épicentre du séisme. Donc voilà l'épicentre. Alors c'est vrai que très souvent quand je faisais faire l'activité en classe, vous aviez tendance à inverser les deux. L'épicentre, c'est nous ce que l'on voit en surface. C'est l'endroit où on a le plus de dégâts. Parce qu'en fait, il se trouve juste au-dessus du foyer du séisme où les ondes se sont formées par rupture des roches. Alors, attention, ne pensez pas l'inverse, parce que certains me disent toujours que c'est parce qu'il y a des ondes que les roches cassent. Non, attention, je veux absolument que vous ayez compris le principe. C'est parce que des roches ont cassé qu'on a des vibrations, des ondes qui circulent, qui se propagent dans le sol et qui remontent en surface et qui vont faire bouger le sol et ce que l'on va voir lors d'un séisme. Alors, j'espère que cela est bien compris. Je peux reprendre donc maintenant la leçon. Voilà. Et voilà le bilan que j'ai prévu. Alors, ce bilan de leçon, il est avec tous les documents que je vous ai donnés dans l'activité sur le site de la cuisinière et que je viens de vous montrer pour faire le bilan. Je vais faire une version avec documents et sans documents pour que vous puissiez imprimer selon vos moyens à la maison, parce que je sais que c'est pas forcément évident d'imprimer autant de pages. Mais je voulais quand même que vous les ayez pour pouvoir les consulter à la maison, peut-être faire une version imprimable et une version que vous gardez en enregistrement en mémoire dans votre ordinateur. Donc, je vous ai remis les différents documents qui permettaient de comprendre ce qui se produisait au niveau de la fosse du Japon. Je vous indique ici, à partir de ce premier document, ce qu'est donc un foyer sismique. Un foyer sismique, ce sont des roches qui cassent sous le fait de contraintes de pression du fait de mouvement des plaques. Voilà la première conclusion-définition d'un foyer sismique. Ensuite, si on a des ruptures de roches en profondeur, il faut qu'on explique ensuite pourquoi cela a des conséquences à la surface du sol. Pourquoi nous on voit trembler le sol quand il y a un séisme. C'est donc ce que vous avez continué à découvrir, c'est-à-dire qu'en fait, du moment qu'on avait des ruptures de roches, on avait la formation des ondes. Et ensuite, avec ces documents ici, vous avez découvert que des ondes ne restaient pas localement. En fait, ces ondes sont capables de se propager sur toute la surface du globe terrestre. Forcément, en ayant des amplitudes qui vont diminuer, et c'est pour ça que ailleurs, plus loin, au niveau donc de l'origine du séisme, on ne ressentira pas de la même façon le séisme. Donc tout ça, c'est le résumé de ce qui a été dit. Donc j'ai fait une petite conclusion qui résume l'origine des secousses du sol. Les secousses du sol au moment d'un séisme sont dues aux ondes sismiques. Ces ondes sismiques résultent de la rupture des roches au niveau du foyer. Ces ondes se propagent sur toute la surface de la Terre. Et enfin, je vous ai mis le petit croquis que l'on vient de faire ici ensemble pour faire le bilan du séisme. Alors, j'espère que la petite vidéo que j'ai pu faire vous aidera à comprendre, à résumer le phénomène des séismes. S'il y avait vraiment des difficultés de compréhension, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Pronote pour que je puisse revenir sur certaines explications. Alors, maintenant qu'on a expliqué pourquoi on peut avoir des séismes à la surface du globe terrestre, il faut qu'on fasse l'explication maintenant de l'origine des éruptions volcaniques. Pourquoi a-t-on du volcanisme à la surface du globe terrestre? Pour rechercher notre explication, on va prendre le cas des volcans effusifs. Vous vous souvenez, c'était les volcans qui avaient des laves fluides, des longues coulées de lave. Et il va falloir expliquer d'où vient cette lave. Pourquoi, lors d'une éruption volcanique, on a de la lave qui apparaît en surface? Alors c'est vrai que cette lave peut être liquide dans le cas des volcans fusifs. On peut avoir des laves qui arrivaient en surface dans le volcan qui étaient très épaisses. Pour faire l'explication, je vais prendre le type d'un volcan effusif. Et je vais prendre le cas du piton de la fournaise qu'on avait déjà pris en exemple pour le volcan effusif. Et donc pour expliquer comment on peut avoir cette arrivée de lave à la surface, on va prendre le cas de l'éruption du 9 mars 1998 et à travers des documents, je vais vous demander de faire l'explication de l'origine de la lave. Je vous souhaite une très bonne semaine et bon courage. À très bientôt.